Suite à justement à ces questions-réponses. Donc ne nous laissez pas tout seul parce qu'on a une deuxième session demain. Donc il ne faut pas qu'on prenne tout ce qu'il y a sur les tables. Donc on y va. Allez, première question. Alors, comme vous êtes le premier à poser votre question, hop, petit cadeau. Et dans le framework 1.1, il y a un objet cache dependency qui fonctionne avec les fichiers. Est-ce que dans 2005, il y aura pour SQL lequel? Oui, SQL, des bases cache. Oui. Aujourd'hui, il existe, mais il ne se branche pas à la notification naturelle qui vient du serveur. D'accord? Aujourd'hui, en SSP2, en effet, on pourra le connecter directement aux notification services. Et le brancher à ce timeout, un certain timeout. Je sais pas chez les hôtesses. Je sais pas ce qu'il y a chez les hôtesses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un pour chacun, pour tout le monde. Ça dépend si c'est pourquoi Object.js ou en tout cas une techno de mathématiques relationnelle a été repoussé comme ça, c'est pas tellement à l'ordre du jour. C'est une question vaste. Je pense que Pierre connaisse bien le sujet. Donc, ça rame fondamentalement. Ils ont voulu avoir une énorme structure fonctionnelle dans le SQL, cette base fonctionnelle a un prix très élevé en termes de performance. Donc les premières implémentations des méthodes qui étaient posées, elles marchaient sur le plan fonctionnel, mais c'était très lent. Et du coup, très naturellement, on ne peut pas sortir un produit comme ça. De mon point de vue à moi, c'est le principal blocage technique. Il y a d'autres histoires ensuite, marketing ou autre, mais il y a bien un problème technique. Est-ce que c'est un blocage technique ou est-ce qu'il y a aussi une vision technique qui va dans un niveau de direction? C'est celle-là, quoi. Il y a certainement un peu de tout. D'accord. En effet, trois analyseurs, on sort d'une technologie qui va être étudiée par des mouvements. Si on n'est pas complètement satisfait, et à la fois, en effet, si couplé en SQL, simplement même, on va faire sur 2005, parce que globalement, vous allez voir, mais on n'a pas complètement fait le tour, alors on ne sera pas qualifié effectivement. On ne va pas sortir de façon, on va dire, vraiment, finalement, la même avec nouvelle, quelque chose. Donc on a tout les problèmes d'analysateur qui doit face à la main, il y a un système qui va être oui. ça permet de décrypter un fichier en boîte de fil. Il est possible de faire un mode batch. Ce mode batch, il est déjà aujourd'hui pour Oracle. Alors, oui, il est possible de mettre en oral, il existe même. Voilà, ma question c'était ça. C'est tout. J'ai pas besoin de faire des Il y a des réécrits optimisés. J'ai pas besoin de faire des quêtes propriétés. Il sera optimisé pour SQL Server 2005. Et ça existe déjà aujourd'hui? Oui, aujourd'hui ça existe. Mais c'est pas dans ADO.NET. Dans une requête, le build insert, je crois, c'est une instruction. C'est une instruction pour SQL. D'accord? Donc aujourd'hui c'est disponible sur SQL Server. Oui, c'est disponible, mais il faut le faire à la main. C'est pas dans la ADO.NET. Il faut construire une requête sur elle, faire un exécute notre query, et dans la construire une chaîne de caractères. C'est rien. On peut pas se faire des propriétés. C'est pas des caractères, c'est une commande que vous allez manipuler. C'est pas compliqué de ça. Je pense que c'est bon, on va finir la discussion ici pour ceux qui sont au fond, parce qu'on a des trois lignes de au lieu de donner l'ensemble des données à travers le contact, on peut lui faire lire en entrée un fichier. Par contre, il faut qu'il soit local, le serveur de base de données. On peut imaginer faire un petit FTP, ça va être local et qui est rapide, mais ensuite un peu le insert qui va insérer depuis avec Oracle, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, on peut passer une requête à Oracle avec plusieurs tableaux de données et Oracle lui-même passe les 100 ou 200 000 lignes. C'est ça, justement. Ça donne pas mal de ce que savoir aussi. Je dis qu'il y a aussi, on peut aussi prendre en entrée un fichier local au serveur.
Alors, Thierry, tu peux peut-être en dire un mot sur la date de disponibilité de Diasio. Septembre. Oui. Alors, il y a une autre personne de Microsoft qui nous a rejoint, qui est Thierry Huguet, qui s'occupe de justement toutes ces problématiques de localisation au sens large du terme du produit Visual Studio et tous les produits qui accompagnent, y compris des docs qui sont sur lui. Donc, c'est une personne qui est directement en rapport avec les équipes de développement. Donc, Thierry est là, si vous avez des questions à lui poser. Ou des remarques, des suggestions de fonctionnalités que vous souhaiteriez voir dans 2 ou 3 ans dans nos produits, puisque pour OPS 2005 c'est un peu tard, mais je suis la bonne personne pour en faire une suggestion. Il faut savoir qu'on a mis en place énormément de process qualité justement sur la documentation. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à venir toujours sur ces rencontres. Trop sombre. Trop sombre. Question, oui. Par rapport au mapping, tout à l'heure, vous avez montré un Marshall numérique. Un Marshall, c'est un grand mot. Ouais, enfin, schématiquement. Il y a une correspondance, mais bon. Est-ce que vous avez un moyen de récupérer de la base de données pour pouvoir le garder? Oui, bien sûr. C'est votre outil Polymars? Ah non, c'est Polymars. Mais non, oui, moi je l'ai pas entièrement à la main. Je vais vous montrer avec une gens ce que ça représentait à la valide. Un produit c'est bien, mais on voit pas trop ce que ça représente parfois. C'est pour ça que je n'ai pas présenté le produit aujourd'hui. Là, on fait ce qu'on veut. Après, si on veut industrialiser ce processus, et par un générateur de classe par exemple, on peut très bien aller chercher par un outil visuel qui me recharge des éléments en base. Ça, il n'y a aucun problème. C'est pas facile à faire. Par contre, après, en général, ces requêtes sont propres aux besoins de base de données. Dans SQL Server, vous avez un certain nombre de procédures stockées que vous pouvez appeler, qui vont prendre directement les tables, la définition des tables pour chacun de ces tables, etc. Et ainsi de suite. Ouais, un tout petit complément là-dessus, vous avez quelque chose de très intéressant qui est offert par ADO.NET, parce que vous faites une requête, vous demandez à récupérer uniquement le schema info. Donc vous ne récupérez aucun résultat dans votre data reader. Par contre, vous avez toute la structure du dataset entre guillemets qui arrive, avec le nom de la colonne, son type, et donc toutes les informations nécessaires. Et ça, dès que vous avez bouclé ADO.NET, et que sur la base de code. Pour ceux que globalement cette problématique intéresse, je ne me souviens plus du nom de ce projet, je le retrouve. C'est en cours de normalisation en tous les éditeurs principaux, en tout cas de base de données. Ils vont normaliser l'accès à la récupération de ce genre d'informations. Donc pour que les équipes de développement puissent intégrer le plus facilement possible dans de fonctionnalités, pour que la requête soit exactement la même et dans Oracle et dans SQL Server, écrite dans un maximum de langage SQL, pour normaliser justement la récupération des métadonnées de la fonction de la data. Vous pouvez nous remplir l'adresse de téléchargement. C'est MSDN /France/données. Donc /France/MSDN/données. Et vous recevrez un mail de toute façon. Vous l'avez dans les premières pages. Je suis surpris qu'il connaître le nom de la base de données utilisée au niveau du code. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de développer. Le nom de la base de données, c'est-à-dire savoir si c'est du SQL, du MySQL ou de l'Oracle. Ouais, pas. le nom, le type de la base de données. Elle connaît au moment du code. Oui, bien sûr. J'ai été surpris que je m'attendais à ce que ce soit pas à paramètres. Les objets qui sont techniquement utilisés par .NET sont spécifiques base par base. Effectivement, du coup, on est obligé de connaître le type de base qu'on compte attaquer. Maintenant, il y a deux réponses à ça, une immédiate et une dans la prochaine action. La réponse immédiate, c'est une data application block que Mitsu a très rarement montré et qui vous offre justement une couche d'abstraction. Du coup, vous n'avez plus besoin de connaître la nature de la base, là c'est fait automatiquement par la data application block. Et la réponse, c'est ADO.NET dans la V2 qui offrira cette fonctionnalité-là en standard. Aujourd'hui, il faut récupérer ce bout de code pour le faire. Également aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai pas le choix pour expliquer aujourd'hui le code.
et vous avez la possibilité de relativement vous abstraire de la base du driver. En cas où il y a juste la connexion qui faudra créer, vous avez la possibilité de travailler avec l'interface. Je reprends le premier exemple du mode connecté. On fait la requête vraiment de manière simple. Ici, donc, je crée mon objet connexion. Donc, je fais bien un new OLED connection, mais ce sera la seule instruction qui sera propre à la connexion. Ici, je peux le remplacer par un IUB connection. Donc, c'est une interface. Tous les différents drivers implémentent cette interface. Ok, mais il faudra quand même recompiler. Non, pas que. D'accord. Oui, tout à fait. Ici, à la base de ça, je peux imaginer juste faire la petite classe factory qui fait des un switch, un classe, suivant ce qui va dessus. Et ensuite, ici, depuis l'interface, depuis connexion, donc ça reprend exactement la même interface. Je peux faire un open, il y a tout ce qu'il faut. Et je peux faire, donc là, par contre, je ne crée plus directement les commandes, et je fais un créer commande directement ici, et ça m'envoie un ID de commande. Et après, je travaille avec des interfaces qui reprennent exactement les mêmes méthodes. Tous les objets qu'on a vus, et après tout le reste du code est indépendant de base. Donc aujourd'hui, je ne mange pas plus ce choix dans l'écriture pour pas complexifier, mais c'est déjà, on peut déjà écrire un code, c'est vraiment on a besoin d'écrire des codes qui sont indépendants du moteur, de faire ce genre de choses. Oui, s'il vous plaît. On a vu les datasets. Après, une amélioration avec le dataset typé. Et j'ai vu, il y en a aussi des datasets fortement typés. Est-ce que je peux avoir une idée? Alors, fortement typé, je pense que c'est typé, c'est pareil. C'est la littérature anglaise, ça fait de deux. C'est fortement typé. On utilise un outil vraiment Microsoft avec des manipulations hors de Visual Studio. Mais l'outil s'appelle XSD.exe, c'est un outil qui est intégré également par Visual Studio. C'est le même en fait qui est manipulé par Visual Studio et ce sont vraiment les mêmes datasets typés. Donc les termes varient dans la littérature selon les auteurs, hein, mais ce sont les mêmes datasets et le même outil qui est derrière. Donc soit il est juste un dataset, soit il est typé. Ouais, parce que j'ai typé, mais on a des fortement typé. C'est pareil, pareil. S'il vous plaît, oui. Concernant le modèle de gestion de transactions à deux données, j'aimerais savoir si déjà il permet de faire une imbrication de transactions, si oui, jusqu'à quel niveau? Non, on ne peut pas arrêter de transaction. Soit on est dans un mode transactionnel, soit on ne l'est pas. C'est au niveau de la connexion. Par contre, on peut nommer des transactions pour qu'elles soient différentes. Mais on peut faire des instancier les unes à la suite. Il n'y a pas de contexte. En fait, on peut faire deux choses. On peut, depuis une transaction principale, déclencher de nouvelles transactions, mais elles sont complètement indépendantes. Donc c'est le niveau d'isolation qui détermine quelles sont leurs visibilités réciproques et respectives. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est au sein d'une transaction, mettre des points de retour intermédiaires. Dire, je ne veux pas faire un rollback complet. Dire, je veux revenir en arrière jusqu'à cette étape précise. Mais c'est ces deux possibilités-là que vous avez aujourd'hui avec ADO.NET. Donc, par exemple, vous avez un point de rattrapage, vous avez décidé de passer la commande sur toute une série de tables, ça passe mal en cours de route, vous revenez en arrière et vous partez sur une technique de rattrapage et vous gardez le début de ce que vous avez fait. Alors ça vous pouvez l'obtenir, mais on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui avec ces outils. Donc il faut sauvegarder des points intermédiaires? Vous pouvez le faire, il n'y a aucune obligation, hein, mais ça fait partie. Plusieurs, vous les nommez. Vous verrez sur l'objet transaction. Hein, alors, le code, c'est dans l'objet transaction, on peut nommer. Est-ce qu'il y a un moyen de débugger MSDTC quand on a deux droits? C'est justement, vous voyez, parce que c'est toute la glorieux quand vous avez un problème, quand vous avez deux sources de données différentes. J'ai eu un vrai problème, moi, j'avais un SQL et un S400. Il y a un support de cours Microsoft qui parle du débugage de MSDTC. C'est un sujet complexe. Parce que vous rentrez dans un moteur qui est complètement indépendant de vous et qui a été conçu pour ça. Il est conçu pour ignorer complètement la nature de vos objets et fonctionner de façon autonome. Vous avez l'observateur de statistiques qui permet d'avoir quelques informations. Rentrer en debug, on peut facilement en chacun des points de sortie
MLTC organise 4 éléments. Vous pouvez débugger les 4 éléments. Ce que vous ne pouvez pas débugger facilement, c'est ce qui les a mis en relation. Donc là, il faut connaître par cœur le mode de fonctionnement et débugger de tête, quoi, manuellement, se dire je sais que ça s'est passé là. Voilà, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Pardon, vas-y. Vous avez évoqué l'exemple d'inventaire d'un supermarché. La perte de réseau est gérée par SQL ou c'est un autre message? Non, pas du tout. Non, là, c'était un pareil. C'est un application block, un application block. C'est Windows, c'est un exemple. Donc, par contre, on développe soi-même. C'est fini, on va faire un application block. Donc, cet exemple est branché sur Windows, qui détecte la perte de réseau et qui démarre la segmentation. Ça ne reste pas du tout le moteur SQL, c'est des salles d'implémentation particulières de ce mail. En parlant de déconnexion, justement, il m'est arrivé dans mon logiciel de savoir si je suis toujours ou pas connecté à la base, d'utiliser la propriété state. Tu me retournes open égale à true ou closed égale à false. Est-ce que vous en utilisez une façon pour vérifier si la connexion est toujours active? Parce que j'ai un souci, parce que je pense pas que ça vérifie. Non, ça marche pas. Ça n'a pas l'air de marcher, parce que quand je ferme le portable et que je le rouvre, open est égal à true, et alors que la connexion n'est plus valide. Comment vérifier? Open n'est mis à jour que lorsque vous faites physiquement des opérations vers la base. Donc s'il était open il y a un quart d'heure et vous n'avez rien fait pendant ce quart d'heure, y compris mis en égalisation, refermé, etc., vous pouvez reconsulter, il vaut true. Ça change absolument rien. Et comment vérifier dans ce cas-là, après ce quart d'heure, si la connexion est toujours active? Alors déjà, ça veut dire que vous ne travaillez pas du tout dans ce modèle-là, c'est rien connecté, c'est tout le temps connecté. C'est le cas, soit l'application web, c'est pas une application qui est vraiment très connectée. Donc un des premiers choix, ça vous fait pour laquelle, c'est de travailler en mode connecté, comme l'a dit tout à l'heure. À un moment, il a arrêté son moteur, il a redémarré, l'application n'a pas été finie, sinon ce qu'il faut faire, c'est pigner. C'est ce que fait le profiler par exemple. C'est la seule manière de savoir. C'est la seule manière. De toute façon, au niveau réseau, même au niveau physique, on ne peut pas le savoir. Oui. Une question un peu plus étendue que ADO, c'est la sortie de 2005. Comment ça se fait que ce sont des pattes que vous appliquées ne sont pas introduites justement dans 2005, et notamment par exemple tout ce qui est manipulation, navigation entre pages par exemple? Pour la plupart, les pages sont intégrées dans le système sous un nom qui s'appelle Enterprise Library. D'accord? Donc en effet, les pages, c'était un moyen d'interagir avec vous pendant la version 1.1, qui a duré par exemple un certain temps, qui durera un certain temps encore, et puis de tester justement dans l'industrie ces différentes implémentations. Elles ont été affinées et elles sortent sous forme de composants dans Visual Studio 2005. Cela dit, il faut bien être conscient que ces pages, ils ont un but ambitieux qui consiste à dire lorsque j'ai une vraie application à écrire, au sens où elle va durer une dizaine d'années, faire rentrer dans le jeu plein de gens, etc., et évoluer, j'ai besoin d'une infrastructure beaucoup plus complète que ce que je fais pour un petit développement. Donc on ne va pas les intégrer par défaut dans toutes les applications parce qu'elles vont venir gêner le développement de micro-applications, même si elles sont très intéressantes pour des applications plus ambitieuses. D'où l'intégration effectivement en template à côté des projets les plus simples pour que vous puissiez continuer à faire du quick and dirty pour tous les besoins de quelques semaines de développement pour un truc qui dure quelques mois. On voit bien quand même des besoins génériques de type que Data Access qui va être intégré, mais par exemple tout ce qui est navigation, c'est-à-dire moi je travaille beaucoup sur l'application web, on est obligé systématiquement soit de passer par un file externe, c'est-à-dire pour avoir la navigation, ou soit de rester en mode je développe ma première page, et sur la deuxième, je l'applique en dur. Typiquement, mais alors là c'est plus c'est une question plus en effet hors de la loupe. On a fait les deux, c'est intégré. Vous voulez externaliser dans un fichier de configuration de navigation. Mais il y a deux choses distinctes. Vous avez UIP d'un côté, le PAG, qui lui est destiné à des applications qui sont cross-web et Windows, et il y a du boulot de configuration si vous voulez l'utiliser. Donc on ne va pas utiliser ça par défaut. Il y a effectivement dans ST.NET
quelque chose de plus light qui va vous permettre d'avoir tout de suite une navigation intelligente au niveau d'un site sans penser à la partie Windows associée. Donc, ce sera externalisé dans le fichier, de manière fichier de configuration, la navigation. Et il y a un composant justement qui est même capable de relier cette navigation et de vous fournir les chemins. Vous savez, l'avancement, etc. Pour reculer, pour le faire en courant. La suite des conteneurs. Comment? La suite du MVC, conteneur vu, je passe d'un câble contrôleur vers un autre, etc. Non, non, là c'est la navigation, ça gère la navigation. La navigation, c'est autre chose. Le MVC, c'est pour la présentation des données. Oui, c'est sur la même page. L'UIP mélange entre les deux. L'UIP mélange la navigation et l'accompagnement des données. D'accord? Le meilleur aspect 2. Ok. Oui, dernière question, et puis après, je vous propose, c'est de discuter le tour vert. Je veux savoir s'il y avait la possibilité de synchroniser une base de données qui est sous SQL Server CE avec une base de données qui est sur PC Expo sans passer par SQL Server. Pourquoi t'as pas dit le mot avant? Parce qu'on a compris. On a un dessus, hein. Sans passer par les serveurs, il n'y a pas de solution industrielle en cas de naissance. Il y a peut-être un truc quand même. Vous utilisez des DTS. En passant par XML. En fait, que ça soit de manière éventuellement. Mais même, en se passant par un XML. Vous savez que les DTS, vous pouvez les exporter en VB. Non, mais si tu passes par un data reader. Qui deviennent indépendants de la base de données. C'est peut-être ça la solution. Vous allez Toi, tu utiliser dis ton truc CE, tu le sérialises et tu le vois. Vous exportez ça pas dans le repository de SQL Server. Il ne veut pas passer par SQL Server, il ne passe pas par SQL Ensuite, vous retravaillez ces projets qui viennent de GCOM si vous manipulez. Ça peut être une solution pour vous. Ils peuvent passer par le réseau. Oui. La synchronisation, c'est c'est synchronisé. Ça peut l'être s'il y a des croisages, et rapidement, s'il y a des synchronisations concurrentes, par exemple, si on veut supporter ça, ça va être compliqué. Si c'est vraiment simple, c'est entre une machine, c'est sûr qu'elle est sur un portable avec la synchronisée avec une base locale, mais le seul à faire ça en même temps, on peut s'orienter vers une solution manuelle. Et il y a le code qui va bien. Maintenant, en effet, si on veut le faire dans un outil, un industriel, on se met à Cypress Pro et intègre un client de synchronisation par rapport à ça. Je pense qu'il l'intègre. Ça va vérifier. En tout cas, Windows Server CE version 2, même s'il reste pas vraiment dans lui, intègre, c'est plutôt même le framework qui intègre un client de publication SQL Server. Donc, je sais que la question c'est sans passer par SQL Server. Et le seul moyen d'industrialiser, c'est simplement de passer par SQL Server. Ça, si on veut faire sans développement. Alexandre, tu as déjà eu l'expérience de ce type de la configuration? Non, bien. On cherchait des solutions, mais. Bien. On y va. Merci à tous en tout cas. Ah ouais, Claude d'entrée des développeurs, c'est vous qui gérez ça? Non. C'est Claude d'entrée celui-là, non? Oui, c'est ça. Ah oui, il est bien, c'est bien. Seulement